Je voudrais commencer par une petite anecdote empruntée à un grand livre. C'est une scène qui semble marginale dans le flot narratif de ce roman, mais moi elle m'a plu et je ne l'ai jamais oubliée. Le roman est d'un auteur autrichien du début du siècle, Doderer, et l'anecdote est empruntée à son immense livre Les démons. Dans ce livre, un jeune homme qui va jouer un rôle relativement important, mais qui n'est pas un des premiers héros de l'histoire, fréquente régulièrement un cabinet de lecture. Il faut dire que celui qui dirige le cabinet de lecture a aussi une fille qui est assez charmante et le garçon profite de la lecture pour rendre visite aussi à la jeune fille qui lui plaît. J'aime bien l'alliance des livres et de la séduction. Et ce jeune homme, comme il vient régulièrement emprunter des livres, un jour est attendu à la sortie par le directeur du cabinet de lecture qui lui dit « Mais dites-moi, jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai l'impression que vous vous intéressez beaucoup aux livres. » « Bah, dit le garçon, je suis menuisier. »« Ah, vous êtes menuisier, dit le monsieur, mais c'est un peu dommage quand même, vous qui aimez tellement les livres. Vous savez, aujourd'hui, la culture, ça se développe beaucoup dans notre ville de Vienne. Moi, je pourrais vous appuyer, je pourrais vous faire trouver un travail, je ne sais pas, par exemple, au bureau des affaires culturelles de la mairie de Vienne. » Bah, dit le jeune homme, je suis très content d'être menuisier. Bah oui, mais enfin quand même, vous aimez les livres, vous aimez lire. Bah quoi, dit le jeune homme, c'est interdit d'être un menuisier qui lit? Et j'ai adoré cette phrase. Pourquoi j'ai adoré cette phrase? Parce que elle posait, d'abord comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, elle posait la rencontre de la séduction des livres et séduction amoureuse. J'aime bien penser que les deux sont liés d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, elle posait très directement une question simple. Est-ce que lire, c'est un privilège? Est-ce que c'est quelque chose qui aussitôt vous donne une marque de distinction sociale? Ou est-ce que c'est un besoin, une nécessité absolument secret, anonyme, privé, profond? La réponse de Léopold, le jeune homme, c'est que la lecture, c'est pas quelque chose dont on se fait dont on se targue, dont on se fait une décoration, dont on va se vanter auprès de tel ou tel, ni non plus dont on va faire peut-être un métier en améliorant sa situation financière et sociale. La lecture, c'est un besoin. Et ce détour que le jeune homme fait chaque jour entre son métier et sa maison pour aller chercher des livres, en rendre ou en emprunter, ce détour lui devient un détour nécessaire. Il va profiter des livres pour accompagner sa vie, il va nourrir sa vie de ses livres, et c'est cette interaction de la vie et des livres qui me semble au cœur d'une des questions peut-être les plus intéressantes, les plus riches, les plus profondes, et peut-être l'une des plus en danger, l'une des plus ignorées, l'une des plus en danger de notre culture aujourd'hui. Ce détour que la vie fait vers les livres pour revenir à la vie, il me semble qu'il y a là quelque chose qui est non seulement un plaisir, mais une nécessité. Il y a quelque chose dans quoi l'homme, quand je dis l'homme, je ne suis pas politiquement correct, je veux dire l'homme ou la femme, dans lequel l'homme et la femme se forment, se transforment. Autre analogie, peut-être c'est ce détour que nous faisons chaque nuit par le rêve. Pendant quelque temps, la vie se suspend, nous sommes étendus, les yeux fermés, les tâches sont oubliées, les bruits autant que possible, et pendant ce temps-là, nous nous livrons librement à une activité de l'imaginaire. Nous en ressortons autres, nous en ressortons différents. Eh bien, ce passage de la vie à la vie par l'intermédiaire des livres, que l'on nomme la lecture, je pense qu'il y a là quelque chose sur quoi on n'en finirait pas de méditer. Peut-être que c'était ce que le grand Goethe lui-même voulait dire quand, âgé de plus de 80 ans, il répondait à son secrétaire Eckermann « Oh, vous savez, on n'a pas trop toute sa vie pour apprendre à lire. » Apprendre à lire, non pas seulement au sens évidemment de déchiffrer des phrases et de trouver du sens à ce qu'on lit, mais apprendre que lire, c'est se trouver soi-même. Apprendre que lire, c'est se détourner quelque temps de la vie telle qu'elle est, pour passer par autre chose et revenir à la vie autrement, armé que lorsqu'on en était sorti pour aller vers les livres. Ce détour nécessaire, ce détour vital, ce détour où nous puisons des forces, où nous puisons une ressource pour continuer à vivre, ce détour, pour moi, il se fait pour l'essentiel par les œuvres de la littérature, et dans les œuvres de la littérature,
poétiques, dramatiques, essentiellement dans les œuvres de la fiction. Ce détour, j'ai dit que c'était comparable au détour que nous faisons par le rêve chaque nuit pour revenir différemment à la vie que nous avons quittée. C'est un détour que nous faisons dans la littérature, par l'imagination, par la fiction. C'est un détour que nous faisons dans les inventions d'autrui que nous traversons. C'est un détour que nous faisons dans les mots d'autrui, dans les phrases, dans des énoncés, dans des propositions d'autrui. C'est un détour que nous faisons aussi à travers des expériences qui peuvent être totalement éloignées des nôtres. Les expériences que la vie nous propose sont au fond limitées. Elles sont limitées à l'époque où nous sommes, aux moyens divers dont nous disposons, qu'ils soient physiques, sociaux, financiers. Le détour par les expériences fictives est un détour dans lequel notre âme, notre esprit, notre cœur s'élargissent à des dimensions que notre existence ne pourrait jamais tout à la fois concevoir. Je prends un exemple très simple. Lorsque nous lisons par exemple l'admirable récit de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch, peu de nous, Dieu merci, ont été, au travers d'une grave maladie, confrontés aux limites de leur existence. Et pourtant, grâce à ce livre, nous avons traversé quelque chose qui est impensable, inouï, presque impossible à vivre, et dont nous allons revenir autres, parce que, grâce à cette fiction, à cette invention, nous aurons été confrontés aux limites de nous-mêmes. Mais si ce détour est un long détour, il est, pour reprendre une phrase de Joyce que j'aime particulièrement, le plus long détour et le plus court retour. Il va nous ramener avec la plus grande force et la plus grande vivacité à ce présent dans lequel nous sommes immergés. Nous y sommes immergés d'une manière qui parfois est excessive. Je crois que dans toute l'histoire des civilisations, aucune culture n'a été aussi violemment assaillie par le présent que la nôtre. Les cultures traditionnelles vivent un présent qui est à peine un présent, puisqu'il est sans cesse relié à un passé qui se répète, à un passé des traditions, à un passé collectif, dans lequel le sujet doit se fondre et ne doit pas émerger en tant qu'individualité. Dans notre culture, en revanche, le présent, par cette extraordinaire accélération des images, des informations, des techniques, ce présent colle à nous, au point que plusieurs penseurs contemporains, d'une manière très vive, l'ont souvent décrit comme une sorte de prison dans laquelle nous sommes obligés de nous mouvoir. Eh bien, je crois qu'il est absolument indispensable que, au sein même de ce présent, nous ayons les instruments nécessaires pour nous mettre à distance de ce présent. Et c'est là que le détour par l'invention littéraire, par la fiction littéraire, joue son rôle. Bien sûr, la littérature que nous connaissons est prise dans une histoire, elle est prise dans la succession de ce qu'ont été le mythe, la fable, qui eux convenaient d'ailleurs davantage, comme je le disais précédemment, aux sociétés dans lesquelles le rapport au présent est entièrement tissé de la rémanence constante d'un passé qu'il s'agit de ne jamais oublier et de faire revivre constamment. Notre présent à nous, c'est coupé du passé. Notre présent à nous, c'est violemment enfermé en lui-même, c'est violemment refermé sur cette sorte d'îlot où les techniques, les bruits et le mouvement font rage. Et c'est alors que se pose de façon indirecte, parfois invisible et parfois douloureuse, la question du sens. Quel est le sens de ce présent dans lequel rien ne nous rattache plus à rien? C'est à ce moment-là que je vois se tendre vers nous cet extraordinaire secours qui est la barque de la littérature, sur laquelle nous sommes conviés à nous embarquer pour accepter pendant quelque temps de nous arracher à cette séduction violente de l'instant, à cette séduction enfermante, emprisonnante de l'instant, pour retrouver par-delà ces murs, parés de tant de couleurs qui ressemblent en fait à une sorte de vaste tableau divertissant, bien qu'ils soient en réalité des murs extrêmement solides, nous arracher à cette prison, à cet enfermement, pour gagner par-delà notre présent des rives à la fois mystérieuses, inconnues, et qui pourtant nous semblent toujours connues. Vous savez, Flaubert avait ce mot formidable qui, je trouve, désigne bien ce qui se passe toujours dans la littérature, lorsque ces deux héros un peu pitoyables, Bouvard et Pécuchet, abordent la lecture de Walter Scott. Flaubert dit
sans connaître les modèles, ils admiraient la ressemblance. Je trouve cette phrase formidable, elle est très comique, mais c'est ce qui se passe. Il y a un phénomène de reconnaissance. Lorsque nous sommes arrachés à notre contemporanéité étroite et que nous acceptons de nous livrer à l'immense jeu fluide des représentations que la littérature nous donne, eh bien nous sommes chez nous. Dans un premier temps, nous errons, et bientôt nous reconnaissons que nous sommes chez nous. Si loin que cette expérience soit de la nôtre, si loin que les propos et propositions le soient de ceux que nous entendons couramment, même s'il s'agit du Japon du XVIIe siècle, de la Russie du XIXe, ou des banlieues noires américaines de notre époque, si loin qu'elles soient de nos propres préoccupations, de notre propre vie, nous sommes chez nous. Voilà le mystère. Ce grand détour nous éloigne de ce qui est en apparence notre demeure pour nous ramener chez nous. J'ai prononcé tout à l'heure un mot et j'aurai l'occasion de revenir sur lui. C'est à la fois le verbe s'arracher et le substantif arrachement. J'ai un grand faible pour ce mot. Ce n'est pas du tout que je veuille vanter l'ingratitude et que je me considère comme quelqu'un qui fait l'éloge de ce qui peut être considéré comme un défaut, très largement. Je veux simplement dire ceci, que la littérature telle que je l'envisage, ce rapport intime qui peut se nouer avec elle dans les premières années, qui peut se nouer aussi plus tard. Il n'est peut-être pas trop de toute sa vie pour apprendre à lire, mais il n'est jamais trop tard pour commencer véritablement à lire. On le sait, il y a un certain nombre de gens qui commencent vraiment l'expérience d'une lecture profonde et régulière lorsqu'ils sont déchargés des soins les plus écrasants de la vie, l'éducation de leurs enfants, leur travail, et effectivement, c'est Roland Barthes qui le disait, ceux qui lisent le plus, ce sont les enfants, les professeurs et les malades. Parce que ce sont des gens qui lisent soit pour des raisons professionnelles, soit parce que un certain empêchement dans leur corps, c'est le cas de l'enfant, leur donne un certain temps libre. Et puis aussi des gens qui sont, comme il l'avait été lui-même, obligés de rester longtemps étendus au sanatorium et lisant comme un fou pour plus que passer son temps pour rencontrer la vraie vie. J'ai parlé d'arrachement parce que je crois que ce thème convient à diverses expériences de l'existence. Il convient à l'expérience que l'on fait, tout adulte doit faire, comme je l'ai dit, par rapport à ce temps qui l'emprisonne, dans lequel la multiplicité des tâches étroites, des distractions programmées, des divertissements tarifés ou proposés de façon continue et sans grande responsabilité ni choix, demande effectivement qu'on se reprenne et qu'on s'arrache à quelque chose pour se retrouver autre. J'ai dit s'arracher. Je m'aperçois que ce mot est important aussi à un titre, parce qu'il évite d'employer, ou plutôt il permet de préciser le sens d'un autre mot qui est celui de distraction. Vous savez, on dit souvent, bah oui, je lis pour me distraire, comme on dit qu'on sort ou qu'on regarde la télévision pour se distraire. Le mot de distraction est un mot lui-même très ambigu, voilà pourquoi je préfère arrachement. Car se distraire peut vouloir dire oublier l'essentiel pour sombrer dans le futile, le provisoire, l'éphémère. Ou tout au contraire, distraire peut vouloir dire s'arracher à ce que la morne répétition des jours, des tâches, des occupations, du travail a de profondément futile pour, en s'en arrachant, revenir à l'essentiel, au profond, à ce qui fait sens, à ce qui continue de faire sens, comme un fil rouge à travers tous les moments de notre expérience. Voilà pourquoi je crois que la lecture, et la lecture de littérature, de fiction, de ces inventions où sont mises en scène des représentations, des actions et des passions des hommes, intervient à tout moment, intervient depuis le plus jeune âge, dès que l'enfant possède déjà suffisamment l'expérience des mots qu'il peut déchiffrer, à partir desquels il peut constituer du sens, et peut continuer à constituer cette sorte de continuité discontinue qui va nourrir entièrement son existence. Il y a arrachement parce qu'il y a arrachement à l'inessentiel pour aller vers l'essentiel, arrachement au futile pour aller au plus utile. Et qu'est-ce qui est le plus utile? C'est de comprendre ce dont il s'agit de l'existence, de se comprendre soi et de se former soi-même. Notre pédagogie, telle qu'elle est, a des sources lointaines. L'une de ces sources les plus intéressantes, c'est la conception que les Grecs se faisaient eux-mêmes de la pédagogie.
On reconnaît dans pédagogie à la fois le radical païs, païdos, l'enfant, et le verbe ou le substantif qui veut dire conduire, art de les conduire. Cet art de conduire les enfants, les Grecs l'appelaient aussi d'un autre mot, toujours emprunté au radical du mot qui veut dire enfant, ils l'appelaient paideia. Qu'est-ce qu'ils entendaient par paideia? La formation. Eh bien pour les Grecs, c'est simple. Sur quoi doit reposer la formation de l'enfant et de l'adolescent? Les Grecs pensent qu'il faut d'abord pour le petit enfant apprendre à lire, à compter et à nager. J'aime beaucoup l'articulation des trois. Des lettres, des sciences et l'exercice du corps. Mais pour former l'enfant devenu grand, l'enfant déjà adolescent, la paideia chez les Grecs, cet art donc de se former, repose essentiellement sur deux types d'expériences. La lecture des textes philosophiques d'un côté et de l'autre côté, la lecture des poètes. Alors je sais qu'on m'objectera tout de suite, les limites de l'éducation grecque, c'est qu'elle ne concerne pas les esclaves et qu'elle ne concerne pas les femmes. Elle ne s'adresse qu'aux jeunes garçons. Je ne crois pas pour autant qu'elle soit erronée. Je pense qu'elle doit s'adresser à tous, nous le savons, garçons et filles, et quant à la question des esclaves, appelons-la autrement. Disons qu'à tous, cette égalité des possibilités, cette égalité des chances doit être donnée. Mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que cette paideia que les Grecs demandent aux philosophes et surtout aux poètes? C'est l'art, en traversant la parole des poètes, de former ce à quoi les Grecs attachaient un prix tout particulier, le jugement. Qu'est-ce que c'est que le jugement? C'est l'art de savoir, dans les situations, se déterminer librement, raisonnablement, en faveur du bien ou du meilleur. Il ne faut jamais oublier que pour les Grecs, l'horizon de la formation, c'est le citoyen. Encore une fois, ni l'esclave ni la femme, nous le savons. Mais pour nous, étendons-le à l'ensemble des citoyens d'un pays, puisque depuis un peu plus d'un demi-siècle, pas beaucoup plus, mais enfin quand même, les femmes votent en France. Donc, elles votent, elles sont éligibles et même, peut-être plus tard, participeront-elles largement aux tâches politiques, ce qui est particulièrement souhaitable. Pour les Grecs, donc, cette paideia, ce n'est pas seulement la formation solitaire, du jugement et du goût, c'est aussi la formation, je dirais, avec sa finalité civique. La capacité de juger, c'est au fond la capacité de pouvoir voter un jour. Alors vous me direz, tout cela, vous allez le demander à la littérature. Je demanderai à bien d'autres choses que la littérature, le soin de former complètement un jeune être humain pour le mener à son épanouissement le plus complet. Mais je pense que l'idée d'articuler la réflexion des poètes sur les situations vécues, ce qu'on pourrait appeler la représentation des actions et des passions des hommes. Donc articuler la formation du jeune, de celui que Hannah Arendt appelle le naissant, celui qui arrive dans une société. Articuler sa formation sur la lecture des poètes, c'est lui rendre un triple service. C'est l'articuler sur le passé, c'est l'articuler sur l'imaginaire, et c'est l'articuler sur la capacité, j'y reviens encore, de pouvoir se décider. En effet, lorsque nous devons nous décider dans des situations vécues, dans des situations concrètes. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de situations vécues et de situations concrètes auxquelles un être humain dans son existence est confronté, surtout quand il est encore très jeune, est forcément limité. Par la lecture des poètes, il est à la fois, et un philosophe allemand, Werner Jäger, a très bien commenté cette notion de paideia chez les Grecs, il est à la fois dans la vie et comme dans la vie. On n'est pas dans la vie, puisque ce qu'on nous montre, ce sont des fictions, des situations, ce qui est arrivé aux dieux, aux héros, aux gens ordinaires. Ce sont des situations qui sont comme dans la vie, c'est ces comme dans qui leur donne toute cette force. Parce que, de même que dans la vie, elles sont concrètes, elles sont ambiguës, elles sont incertaines, elles sont vécues par des êtres qui ne savent pas de quoi demain sera fait, et qui sont comme nous, des êtres à la fois faibles et forts, fragiles et endurants. Mais c'est donc dans la vie, mais c'est comme, ce n'est pas exactement la vie. Le choix que je fais en lisant un livre, en comprenant, en interprétant les situations, n'engage pas une action immédiate. Je n'ai pas à en payer immédiatement les conséquences, je fais en quelque sorte une expérimentation libre. Et c'est à ce titre que la paideia, à travers les textes des poètes, dit ce philosophe allemand qui a réfléchi sur elle, apporte un degré d'abstraction beaucoup moins fort que dans l'élaboration philosophique, laquelle demande un travail conceptuel et peut-être déjà une expérience personnelle plus riche ou plus profonde.
Et la vie elle-même, s'il fallait faire toutes les expériences possibles dans la vie n'y suffirait pas. Et puis surtout, certaines seraient payées trop cher. Ici, nous faisons en quelque sorte des expériences fictives. Et ce sont ces expériences fictives dont, en étant profondément nourris, nous pourrons ressortir de telle manière que notre jugement en sera en quelque sorte exercé. Cet exercice du jugement, on me fera une objection, on me dira, écoutez, votre modèle grec est bien joli, les Grecs, on sait très bien, au fond, ne faisaient pas beaucoup de sciences et de techniques parce qu'ils avaient des esclaves pour pousser et tirer les bateaux qu'il fallait remonter dans le port du Pirée. Maintenant, tout cela est une civilisation lointaine, oubliée, qui est peut-être un modèle pour la démocratie, mais enfin, ne rend pas compte de ce qu'est la réalité de notre situation. Oui, c'est vrai, nous avons les sciences exactes. Nous avons les sciences humaines, et nous avons l'art, la musique, etc. Alors pourquoi est-ce à la littérature que surtout vous demandez d'être cette paideia telle que la définissaient les Grecs, c'est-à-dire cet art de se former, non seulement de se distraire ou de cultiver son goût, mais de se former, d'émerger, de s'arracher aux opinions, au train-train quotidien, aux déterminations les plus lourdes, les plus constantes, les moins apaisantes, pour aller en direction d'un monde dans lequel mon jugement pourra s'exercer. Là encore, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous partons de la vie et nous y revenons. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans les livres en tournant le dos à la vie, mais je pense que s'enfermer en quelque sorte dans la vie, en tournant le dos aux livres, c'est s'offrir presque immanquablement à être le jouet de l'événement, des passions, des interprétations douloureuses, dangereuses des passions, sans se donner les instruments qui se forgent au cours de la traversée de ces expériences fictives que la littérature nous propose. Il me semble que, malgré le caractère d'évidence d'un certain nombre des propositions que j'ai tenues, il me semble que aujourd'hui, elles ne rencontrent pas forcément un écho ou une écoute du fait d'un certain nombre de propositions dont l'apparence est si convaincante que le rôle, la place de ce détour par les mots des autres, par les mots de la fiction, par les phrases des poètes, des romanciers, des dramaturges, se voit en quelque sorte délégitimé dans notre culture, dans notre société. Par délégitimé, je veux dire exactement ceci, qu'elles ont perdu de leur légitimité, pour diverses raisons et selon diverses formes sur lesquelles je voudrais un petit peu m'étendre. Comme je le rappelais à l'instant, on me suggère que pour former le jugement, eh bien, les sciences exactes sont là pour cette fin. Loin de moi la pensée qu'il faudrait supprimer les maths et la physique de l'enseignement secondaire et des collèges et de notre culture en général. Mais je pense que c'est à partir d'une certaine confusion que l'épreuve, le passage par les représentations fictives et imaginaires paraît moins formateur et moins légitime. C'est qu'il ne s'agit pas de la même chose. Je pense qu'il suffirait simplement de rappeler la différence qu'il y a entre deux verbes, l'un qui serait le verbe connaître et l'autre qui est le verbe comprendre. S'il s'agit de connaître le monde, il est certain que depuis les Grecs, les sciences mathématiques, dont ils sont les inventeurs en grande partie, et les sciences exactes ont apporté cette nécessité, ont favorisé en quelque sorte ce mouvement extraordinaire par lequel l'homme sur cette terre a été pris d'un vertige de comprendre comment fonctionne, c'est-à-dire de connaître. Mais pour autant, comprendre sous la forme de la connaissance n'est pas comprendre sous la forme de la saisie du sens. Je pense qu'il faut absolument bien distinguer les deux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de distinguer le monde naturel, le monde physique, le monde des choses, du monde tel qu'il est le monde vécu, celui que les phénoménologues appellent le monde de la vie.
Ce monde de la vie, c'est le monde dans lequel se déroule notre expérience. C'est le monde dans lequel nous exerçons à la fois notre, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre faiblesse et notre force, notre endurance et notre fragilité. C'est ce monde d'action et de réaction des autres sur moi, de moi sur les autres. C'est ce monde dans lequel le mirage d'un avenir, les illusions que nous pouvons nourrir sur nos possibilités, les remords ou au contraire les souvenirs dorés que nous avons des époques disparues, constituent cet ensemble à l'intérieur duquel je dois mouvoir ma force de compréhension, en quelque sorte exercer ma capacité d'inventer, de juger, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de vivre. Dans ce monde-là, s'il est nécessaire de connaître le monde matériel, le monde physique, de le découper, de le calculer, au vu et au fin de le transformer, il est nécessaire, dans le même temps, que ne soit pas perdu de vue la nécessité de comprendre le sens de l'existence dans laquelle je suis jeté. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une ère qui a pris sa naissance il y a au fond peu de temps, qui a vu apparaître l'homme moderne comme un homme problématique. Je le disais un peu plus tôt, l'homme des sociétés traditionnelles, si difficile que soit son existence, surtout sur le plan matériel, où il a affaire à une nécessité extrêmement contraignante, aussi bien sur le plan de la pure matérialité que sur le plan du respect, des traditions, de l'inscription de soi dans une continuité, en revanche, est déchargé par la tradition, par le rapport qu'on a au rite, par le rapport qu'on a à un déroulement déjà inscrit, institutionnalisé de l'existence. Il est déchargé en quelque sorte du soin d'inventer à chaque moment sa vie. L'homme moderne apparaît à partir du moment où ce sens de l'existence ne lui est plus donné ni par une tradition, ni par la répétition d'un certain nombre de mythes, de gestes, de rites, mais où il doit à chaque moment s'apercevoir qu'il est seul, nu, sur une planète fragile, et lui-même fragile et promis à la mort. On me dira, mais alors, dans ce cas, ce que vous demandez aux littératures, les religions le donneront beaucoup mieux. Peut-être. Encore que, précisément, ce que la littérature me donne n'est pas une réponse. Elle ne répond pas à cette interrogation, elle me dit, cette interrogation est bonne, tu n'es pas seul à te l'être faite, tu t'inscris dans un immense parcours dont autour de toi, voici tant de témoignages, voici la faiblesse de Madame Bovary traversant des expériences d'adultère jusqu'à succomber au poids à la fois de son ennui, de ses fautes et puis aussi des dettes tout simplement et finissant par avaler le cyanure dans l'arrière-boutique du pharmacien. Tu as devant toi cet immense parcours de sujets qui, comme toi, provisoires, mortels, jetés dans le monde, ont dû faire du sens avec ce qui ne s'offrait qu'à l'absurde, qu'à la dérision et parfois au désespoir. Je pense qu'il y a une rencontre extraordinaire qui s'est faite entre l'homme moderne et l'émergence des premiers grands romans. Milan Kundera aime à dater le roman moderne de Cervantes, d'un monde qui à la fois s'ouvre dans un certain espace, s'ouvre aussi à un questionnement, s'ouvre au questionnement sur les traditions qui ne peuvent plus porter personne, et Don Quichotte, qui n'y croit plus, mais qui feint d'y croire, sera désillusionné peu avant de mourir et saura qu'il a combattu des moulins à vent et qu'il a pris des moutons pour des guerriers. Mais pourtant, pendant quelque temps, il va tenter de réveiller ces traditions, mais l'homme moderne ne le peut plus. Ce ne sont ni les belles fables, ni les bergeries, ni les chevaliers et les héros qui peuvent nous aider à vivre. C'est à nous d'inventer à tout moment. Et je crois qu'il y a quelque chose qui, dans la littérature, nous figure constamment cette nécessité de l'invention du sens et à laquelle nous devons donner une réponse. Réponse que ne peuvent nous fournir, je le répète, ni les sciences exactes, ni non plus, je le crois, bien qu'elles réfléchissent sur l'homme en situation, ni non plus, je crois, les sciences humaines. Parce que les sciences humaines, les sciences de l'homme, les sciences sociales et les sciences humaines, traitent l'homme dans son existence, dans les questions effectivement de son existence. L'origine de la sociologie, c'est quand même en gros l'essai de Durkheim sur le suicide.
Mais quelle différence, vous voyez. J'ai parlé tout à l'heure, on me dira que je choisis des sujets particulièrement douloureux. J'ai parlé tout à l'heure du suicide d'Emma Bovary. J'aurais pu parler du suicide d'une autre femme admirable de la littérature, qui est Anna Karénine. Elle est adultère, elle aussi. La différence avec Madame Bovary, c'est que c'est un adultère heureux. Elle est aimée, et pourtant elle se suicidera aussi. Quelle énigme! Voici deux femmes, à quelques dizaines d'années d'écart, dans des situations qui semblent comparables, qui toutes deux concluent leur vie par un acte de violence contre elles-mêmes. Vous voyez bien qu'on est très loin de ce qu'un essai sociologique si important, si formidablement intéressant, si riche d'enseignements soit-il. Il nous donnera des lois, des traits. Il reposera sur des probabilités statistiques, dans quelle région. Est-ce que les femmes, plus que les hommes, par quels moyens, par quelle forme? Oui, nous apprendrons énormément. Nous n'apprendrons pas la même chose qu'en lisant, et je prends exprès ces deux exemples, Madame Bovary et Anna Karénine. Pourquoi j'en prends deux? C'est parce que justement la vérité littéraire n'est pas univoque. Dans un cas, le malheur, dans l'autre, le bonheur. Toutes les deux, finalement, terminent de la même manière leur existence, qui a quelque chose de tragique. Nous apprenons à réfléchir non pas sur le suicide en général, ni non plus sur le suicide d'une personne que nous connaissons, mais sur le suicide de quelqu'un qui appartient à un autre monde. Plus personne ne vit dans la France de 1850 ou dans la Russie de la fin du XIXe siècle. Et pourtant, nous entrons en rapport avec quelque chose d'intime, d'unique et de singulier. Voilà ce que fait la littérature. Les sciences exactes traitent de l'universel. Les sciences humaines, elles, cherchent à dégager des lois de comportements qui sont singuliers, uniques et privés, bien sûr. Mais la littérature ne cherche ni l'universel, ni non plus à tirer des lois. Elle cherche à faire comprendre des situations vécues en les inscrivant dans l'unique, dans le singulier. Eh bien alors, me direz-vous, après tout, il y a aussi d'autres expériences artistiques, puisque c'est l'art que vous semblez défendre ici. Vous avez la musique, la peinture. Je pense en effet que la musique et la peinture sont une expérience proche de l'ébranlement singulier qu'est la littérature. La différence énorme, considérable, capitale entre elles, c'est que d'un côté, nous avons la peinture ou la musique, les sons, les couleurs. De l'autre côté, nous avons des mots. Ce qui fait que la littérature et l'expérience de la littérature est singulière et singulièrement forte, c'est qu'elle passe par des mots. Et que ce sont les mêmes mots que les nôtres. Non pas des mots compliqués et difficiles comme en mathématiques ou en philosophie, mais nos mots. À travers tout cela, ce qui me semble ressortir, on pourrait le formuler d'une manière très simple sur le plan grammatical, et qui pourra paraître peut-être exorbitante, ou peut-être fausse, ou peut-être présomptueuse, je ne sais pas. Je dirais tout simplement, la littérature pense. Et si la littérature pense, c'est que l'auteur existe et qu'il pense. Comme la méditation de Descartes, de Dieu qu'il existe. Eh bien, je dirais de l'auteur qu'il existe et qu'il pense. Mais justement, cette proposition-là, là encore, je ne suis pas sûre qu'elle fasse l'unanimité. S'il s'agit de penser, nous pensons que ce n'est pas la littérature de le faire, que bien d'autres sont là pour ça, que par exemple, la philosophie pense le monde. Je ne suis pas sûre qu'on soutienne que les sciences exactes pensent le monde. Parfois, les sciences humaines croient penser le monde, alors qu'elles le décrivent, le mettent en ordre, le classent. On avis, elles ne le pensent pas, mais elles pensent qu'elles le pensent. Ce qui m'attriste parfois, c'est qu'aussi beaucoup d'écrivains, peut-être intimidés, n'osent pas vraiment affirmer qu'ils pensent, comme si penser qu'on pense, ce serait un propos vraiment trop présomptueux. Quand j'entends penser, je vais le définir tout à l'heure, je n'entends pas forcément être le penseur, et encore moins le maître à penser du siècle. Je vais dire ce que j'entends par là. Alors, je pense que beaucoup d'écrivains eux-mêmes, j'en entends parfois qui disent « Oh, vous savez, moi, je ne pense pas, je me contente d'écrire. » Et je pense que du moment qu'ils écrivent, ils pensent. Et je crois aussi que ce petit travers qui a rongé l'idée que la littérature puisse penser s'est répandu, comme tout ce qui est un petit peu mauvais, s'est répandu un peu partout. C'est un petit peu répandu aussi dans l'enseignement des lettres et de la littérature, où on ne considère pas du tout que l'auteur pense, ni même qu'il ait le droit de penser, et on est tout prêt à penser qu'on pense plus et mieux que lui. Vous savez, je pense souvent à une petite phrase qui m'amuse beaucoup dans le Neveu de Rameau, parce que Diderot, sous le nom de moi, discute avec lui, le Neveu de Rameau.
Et le neveu dit quelque chose à un moment. Ah, dit moi, c'est bien ce que vous dites, c'est même plus profond que vous ne pensez. Mais je regrette, dit le neveu. Je sais parfaitement ce que je pense, j'ai pas besoin que ce soit un philosophe qui me le dise. Vous êtes drôles, vous autres. Vous pensez que vous êtes les seuls à penser. Ben, tout le monde pense, et moi-même, ça m'arrive de temps en temps. C'est un propos très plaisant parce que Diderot, philosophe lui-même, se met en cause et même se ironise sur son propre rôle. Quand je dis que la littérature pense, que pense-t-elle? Ce que j'ai défini tout à l'heure, très hâtivement, mais on reconnaîtra des analyses célèbres, le monde de la vie, c'est-à-dire des situations dans lesquelles sont engagés des sujets pris dans la finitude, les limites de l'histoire, du temps, du corps. Je l'ai redit tout à l'heure, ni règle, ni loi, ni prétention à l'universel, mais volonté de dégager quelque chose qu'on pourrait appeler un universel concret, l'essence d'une singularité. Vous me direz, comment une singularité peut-elle être essentielle? Ben oui, c'est quand même comme ça. Bien sûr, elle est essentielle, non pas parce qu'elle est indispensable. On sait bien que toute singularité est vouée à disparaître et vouée à être oubliée. Mais en un sens, elle atteint à sa manière à l'essentiel. Elle touche à l'essentiel. Nous tous, tels que nous sommes dans le courant de notre vie, nous sommes confrontés à de l'essentiel. Que je l'ai dit tout à l'heure, finitude, limite, engagement, responsabilité, rapport avec autrui, amour, promesse, rejet, fidélité, rupture, contrat. Voilà de quoi est faite notre existence. Voilà pourquoi je considère que chaque existence, bien sûr, est l'équivalent de toute autre, et chacune aborde à sa façon l'essentiel. Mais souvent, elle ne le sait pas, ou elle n'a pas le temps, parce que le sujet que nous sommes est pris, comme je l'ai dit, dans le présent, dans les tâches, dans la succession des obligations. La littérature est en quelque sorte ce temps que quelqu'un prend pour nous, pour le faire à notre place. Et c'est ainsi que nous voyons une existence qui tout à coup est mise en lumière, est mise en perspective. Chaque existence racontée, dit un vieux proverbe yiddish qui dit chaque existence racontée est une existence sauvée. Qu'est-ce qu'il veut dire par sauvée? Non pas qu'elle atteint le salut au sens des religions, mais où elle atteint l'existence, elle peut être transmise à autrui, elle peut servir d'exemple. Entendons-nous là encore par exemple, non pas un exemple à imiter au pied de la lettre, mais un exemple, c'est-à-dire quelque chose sur quoi je peux réfléchir. De même que les sciences et les techniques construisent des modèles réduits pour faire comprendre la structure de l'atome, ou le fonctionnement d'un barrage ou d'une écluse, eh bien en quelque sorte la littérature c'est une série de ces modèles réduits par lesquels nous voyons se déployer une existence dans sa continuité chronologique, dans ses ruptures. Nous pouvons la saisir comme une totalité qui se fuit à elle-même, qui n'est pas toujours claire à elle-même, car le personnage n'a pas forcément vis-à-vis de lui-même plus de clarté et de conscience que nous n'en avons vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, simplement le personnage n'est pas seul. Pourquoi il n'est pas seul dans le roman? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que lui. Et c'est là la force de la littérature, et j'arrive à son cœur le plus incandescent. Il y a le narrateur. C'est qui le narrateur? Oh, c'est quelqu'un qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ça dépend des genres. Je ne vais pas faire une histoire des genres littéraires et une histoire du narrateur. Mais il n'y a pas de récit sans que quelqu'un, en quelque sorte, distribue ce récit, nous fait entrer ou non dans l'intériorité d'un personnage, nous tourne autour de lui, ou au contraire l'accompagne. Lorsque Henry James, par exemple, dans son admirable récit « Ce que savait Maisie », nous décrit comment une petite fille dont les parents sont séparés, chacun a connu des liaisons ou des remariages, comment elle comprend les relations entre ces adultes. Beaucoup de choses lui échappent, en particulier la sexualité, elle est trop petite pour en comprendre toute l'ampleur et tout le poids aussi sur l'existence. Mais elle comprend des rapports. James s'est donné pour leçon et pour règle de ne pas du tout intervenir en dehors, en plus de ce que comprend et sait Maisie. Mais en même temps, la mise en perspective de ces personnages se fait d'une manière extraordinairement puissante parce que, tout en accompagnant Maisie, il dédouble en quelque sorte la voix de cette petite fille par le commentaire discret et constant que sa présence narrative nous suggère. Donc,
Qu'est-ce qui se passe devant ces modèles construits? Nous sommes en quelque sorte devant une vie, comme est la nôtre, mais une vie dans laquelle quelqu'un nous fait la visite guidée. Quelqu'un nous guide à l'intérieur de cette vie, module, ménage, entre davantage ou au contraire se tient au bord, ramène vers l'avenir, pousse vers l'avenir, ramène vers le passé, rappelle un fait, en rappelle encore un autre, tout cela pour nous aider à comprendre. Voilà pourquoi la vie, telle qu'elle est racontée dans un récit, c'est ce que Proust appelait la vie revisitée, car elle est bien là, mais en même temps, on y passe une deuxième fois, et on y passe avec l'aide de quelqu'un qui assure l'accompagnement, qui en quelque sorte a la fonction que j'appellerais la fonction de garant. C'est lui qui nous dit, voilà comment sont les choses, tu dois me suivre. Ces personnages n'existent pas en dehors du récit que je suis en train de faire de leur vie, ils n'ont pas d'existence extérieure. Pendant quelque temps, fais comme moi, viens avec moi, fais semblant de croire à leur existence, accompagne-les, entre dans leur chambre, entre dans leur âme, ou bien n'y entre pas, je ne veux plus que tu y entres. Écoute-les, compare leurs actions, prends le temps de vivre avec eux, prends le temps de méditer leur expérience qui n'est pas la tienne. Cela, c'est le narrateur, cette figure qui est toujours présente et qui dit de temps en temps juger de la surprise de notre héros, ou qui au contraire dit à ce moment-là, lecteur, je passerai au chapitre suivant. Ça, c'est Diderot qui s'amuse comme cela. Mais là encore, personnage et narrateur sont pris dans quelque chose qui est un feu d'ensemble, qui gouverne, qui dirige, qui guide, qui est quoi? Mais qui est l'auteur? Oh, je ne veux pas faire de l'auteur un personnage hors du commun, un maître à penser, une autorité suprême juchée sur une estrade, voire en haut d'une colonne, comme le stylite de l'Antiquité. C'est un homme comme un autre, ou une femme comme une autre. Simplement, il se livre à quelque chose de très particulier, qui relève à la fois d'un exercice de fou, d'une sorte d'épreuve fantastique, et d'un jeu qui est de mettre en scène pour nous, lecteurs, pour lui-même peut-être d'abord et pour nous lecteurs en même temps, de mettre en scène des figures. Il construit une sorte de théâtre. Il construit de théâtre. Sur ce théâtre, il vous propose des figures, l'auteur. Et proposer des figures, ce sont des figures qui sont engagées dans des situations vécues, qui sont mises en perspective, qui avancent et puis qui reculent, qui sont déployées puis repliées. Et tout cela constitue ce que j'ai appelé tout à l'heure de la pensée. C'est quoi la pensée dans ce cas-là? C'est l'art de faire comprendre, de dire par moments aussi, là s'arrête la compréhension. L'énigme est profonde dans tout récit. Je vais prendre un exemple d'une énigme magnifique qui conclut un des plus beaux récits de la langue française, qui est le récit de Flaubert, Un cœur simple. Tout à fait à la fin, Félicité, qui est une femme très ordinaire, dont la vie a été éclairée par le don qu'on lui a fait d'un perroquet. Le perroquet est mort, elle l'a fait empailler, elle l'a gardé près d'elle. Félicité est vieille, très vieille, elle n'entend plus, elle ne voit plus, elle va mourir. Et Flaubert l'a saisi dans ce passage où personne n'a jamais accompagné personne, sauf nous lecteurs qui accompagnons un personnage de fiction. Et tout d'un coup, dans l'air au-dessus d'elle, le ciel s'ouvre. Elle voit de grandes ailes qui battent. Est-ce l'Esprit Saint qui descend vers elle? Est-ce son perroquet? Les ailes sont bien colorées. Cette confusion, qui paraît presque blasphématoire entre l'Esprit Saint et le perroquet, est entretenue par Flaubert avec une délicatesse, une finesse, un amour extrême. C'est une énigme. Personne n'a accompagné personne là où est Félicité. L'ambiguïté demeurera. Flaubert ne l'a pas résolue. C'est ça que j'appelle penser le monde. C'est le livrer dans toute sa dimension énigmatique. J'espère avoir, sinon montré, tout au moins convaincu, qu'on ne s'enferme pas quand on s'enferme dans les livres. Mais je voudrais, pour terminer, aborder quelques-uns des stéréotypes ou des idées reçues qui me paraissent de nature à décourager un rapport profond et véritable avec la littérature. Et je crois que il y en a deux essentiellement. Le premier concerne précisément ce personnage de l'auteur dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était en quelque sorte l'autorité, le garant de ce qui est donné. Qu'est-ce que j'entends par là? Je n'entends aucune figure sociale, aucune figure qui s'impose. D'ailleurs aujourd'hui, ce serait assez grotesque, étant donné que quand par exemple un journal télévisé suggère 10 modèles d'identification possible à des adolescents, il est
absolument pas question que parmi ces modèles, il y ait un écrivain, il y a en général un pilote de course, etc., ce qui est normal, il n'y a pas d'écrivain dedans. Donc, du côté social, je ne crois pas qu'on risque beaucoup. Mais ce n'est pas non plus une autorité, au sens où on pouvait parler d'un maître à penser, ou d'une sorte de figure qui, du haut de son œuvre ou de sa bibliothèque, imposerait quelque chose qui soit une vision majestueuse et tranquille. Il me semble qu'au contraire, cette figure de l'auteur, qu'on a eu probablement raison de mettre en question, de mettre en doute, on a peut-être eu aussi le tort d'en nier la place et là, je dirais en quelque sorte, l'offre qu'elle me fait. Il y a un terme que j'aime beaucoup, qu'emploie Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Il dit que l'expérience de la lecture est une expérience de générosité. Et cette générosité, elle va dans les deux sens. Pourquoi générosité? Parce que quelque chose m'est proposé à moi lecteur, et si je me contente immédiatement de le refuser en disant non mais moi ça m'intéresse pas, je préfère autre chose, bien sûr j'en suis tout à fait libre. Jamais aucun auteur ne vous poursuit en vous tirant par les basques pour vous dire écoute lis donc jusqu'au bout ce que je te propose. En général, la plupart des auteurs sont morts et même quand ils sont vivants, ils ont un grand avantage pour le lecteur, ils sont absents. Ils ne sont présents que dans leur texte. La générosité, c'est la capacité de faire crédit à une formulation, à une proposition de sens à laquelle je n'avais pas forcément pensé, qui peut-être me choque, probablement me surprend, en tout cas me déstabilise. Et je crois que cette générosité, elle est double. L'auteur n'est pas quelqu'un qui vous impose quelque chose, puisque je suis libre à tout moment de fermer le livre et de ne pas lire, mais il est en même temps quelqu'un qui suggère que je lui fasse crédit. Et c'est ce double rapport d'une générosité dont la lecture se nourrit. Bien sûr, je peux effectivement prendre la fuite et refuser. En prenant la fuite et en refusant, je me coupe de toute possibilité que ce crédit fait à la pensée d'autrui puisse avoir sur moi-même un effet. Mais je crois que pour cela, il faut sortir d'un autre stéréotype qui lui est très largement répandu, et jusque dans l'enseignement, selon lequel lire serait passif. Je pense que c'est une des choses les plus fausses qu'on puisse dire, et je pense qu'elle est très grave. Dire que la lecture est passive alors que l'écriture est active semblerait avoir pour conséquence, et la conséquence qu'on a le plus souvent, mieux vaut écrire que lire. On finirait par avoir d'ailleurs une sorte de monde où tout le monde écrirait, où personne ne lirait plus. C'est un peu le syndrome que j'appellerais syndrome fête de la musique. C'est-à-dire fête, FE accent circonflexe, mais fête qui peut être l'impératif du verbe faire, que tout le monde tape sur quelque chose, c'est plus actif que passivement écouter Mozart, Messiaen ou Dutilleux. Je crois que c'est une grosse erreur. Je crois qu'il peut être très bien de faire de la musique, qu'il peut être très bon d'écrire de la poésie et de faire écrire des vers aux enfants, mais je crois qu'en aucun cas l'écoute ou la lecture ne sont passives. Je pense que l'écoute ou la lecture, c'est un moment dans lequel le sujet s'offre à une transformation. Faut-il encore, et là la place des éducateurs et des professeurs est considérable, faut-il encore que l'enfant, l'adolescent, voire ses parents, soit persuadé qu'il est là pour recevoir une transformation, qu'il est là pour devenir autre. Mais si, comme on le pense trop souvent dans le monde moderne, au fond nous sommes tout faits en naissant et il n'y a plus qu'à nous épanouir, puisque le mot d'épanouissement a dominé pendant des décennies les formes pour l'essentiel de l'instruction, eh bien si nous sommes tout faits et qu'il n'y a plus qu'à nous épanouir, alors on confondra effectivement lecture avec distraction ou divertissement. Et toute lecture qui imposerait un processus par lequel on se transforme, on devient autre, serait refusée comme telle. En réalité, en revanche, si l'on pense que le sujet est à faire, que se transformer, se former, c'est se transformer, alors là, la place de la lecture et de la littérature n'est plus le simple réceptacle d'une passivité, mais une action par laquelle, en devenant autre, en devenant des autres, je peux espérer enfin à l'horizon devenir moi-même. C'est une des thèses que défend avec le plus d'énergie et de conviction philosophique Paul Ricoeur dans ses plus récents ouvrages. Devenir soi, échapper à un moi qui est purement un mirage, une sorte d'identification simple et première à des images faciles ou complaisantes pour espérer devenir soi. Là encore, je reprends le mot que j'aime beaucoup, en s'arrachant à quelque chose. Or, il semble que la place que je donne ici à la littérature dans ce processus
qui fait devenir soi, soit délégitimée non seulement socialement, par les sciences exactes ou humaines, mais soit délégitimée à l'intérieur même du lieu où elle devrait être le mieux honorée, le mieux mise en œuvre, c'est à l'intérieur de l'enseignement. Il me semble que la place des lettres, de la littérature, a été singulièrement assaillie, voire réduite, par un certain nombre de dispositions qui règnent majoritairement, non pas dans toutes les classes, mais majoritairement, à la fois dans les instructions officielles et dans l'enseignement tel qu'il est pratiqué. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a de plus en plus séparé l'enseignement de la langue du passage par les textes. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que l'enseignement de la langue serait plus scientifique et mené de façon plus complète s'il passait par une grammaire positive, voire positiviste, quelquefois héritée lointainement d'une linguistique assez abstraite, plutôt que passant, comme on le faisait traditionnellement, par l'articulation entre l'apprentissage de la grammaire et l'apprentissage des textes. Au point qu'on peut voir parfois dans certains manuels disparaître entièrement de la grammaire le passé simple. Il est mis en note, le passé simple est réservé à l'expression littéraire. C'est dire que par là, on en fait un temps mort, alors que ce temps mort est le temps vivant de la littérature. Pour d'autres raisons aussi, peut-être aussi parce que, encore une idée fausse sur la littérature, l'idée que les grands auteurs ou les grands textes sont au fond de mornes empaillés qui, du haut de leur stature, décrètent une langue artificielle sans rapport avec la langue qu'on parle, sans rapport avec l'expérience vécue. C'est bien une image très fausse de la langue, quand on sait que la confrontation et la circulation de tous les grands textes d'une littérature nous fait entrer, non pas au cœur d'une norme étroite et réservée, mais nous fait entrer, pénétrer dans les marges. Allons de Proust à Céline, nous verrons que la langue est loin d'être la même. Passons de Diderot à Francis Ponge. Nous verrons que chez Flaubert, la trace encore de quelques normandismes. Chez Céline, une langue artificielle qui est à la fois une langue de banlieue et une langue extrêmement littéraire. Nous voyons une langue vivante, vécue, fantasque, trouée, je dirais parfois d'agrammaticalité, d'impropriété volontaire, de création. Tout cela, non seulement ne fiche pas la langue, mais la rend vivante. Couper l'enseignement de la langue, de l'enseignement par les textes, ce n'est pas la rapprocher de la vie, c'est la rapprocher de la langue la plus stéréotypée, la plus quotidienne, la plus conventionnelle, et la couper de toute cette source d'inventions multiples qui ont été les langues littéraires, car il n'y a pas une langue littéraire, il y a les grandes langues littéraires, celles des grands écrivains, qui depuis Montaigne jusqu'à nos jours, à travers l'histoire de la langue et l'histoire singulière des auteurs, nous proposent un feu d'artifice de variété, fantasque, dérisoire, parfois solennel, Bossuet, parfois grotesque, Rabelais. Lire n'est pas être passif. Se confier au grand texte n'est pas se soumettre à une norme froide. Se confier au grand texte, c'est se confier à la vie même de la langue, dans son exercice le plus haut, le plus complet, le plus, je dirais, le plus neuf. Ce qu'il faudrait arriver à dire et à faire comprendre, c'est à quel point le passage par la variété des langues littéraires est un véritable apprentissage à nouer avec sa propre langue, un rapport qui ne soit pas seulement le rapport simple de la communication, qui peut se contenter de bon ben ou un rapport purement froid, documenté du curriculum vitae qu'on adresse pour faire une note de candidature, mais entrer dans sa propre langue, avec sa propre langue, dans un rapport de jeu, de danse. Ce à quoi nous convie la multiplicité des langues, des grands textes à travers les siècles. Et je pense aussi à des textes étrangers, car d'admirables traducteurs en France ont pu les faire passer. Donc c'est des langues françaises aussi. C'est entrer dans une sorte de danse, c'est jouer avec sa propre langue. C'est non seulement apprendre à la manier correctement et bien, infiniment mieux qu'à travers simplement des exercices de grammaire, mais c'est surtout apprendre que parler, ce n'est pas seulement communiquer quelque chose, c'est jouer, c'est apprendre à mettre l'autre dans une situation d'écoute, d'attente, de rejet. C'est mimer une sorte de duel, de rapprochement, qui peut être une sorte de rapprochement amoureux. Je reviens à ma comparaison du début. Si Léopold vient régulièrement au cabinet de lecture, c'est tout autant pour rencontrer la fille de celui qui dirige le cabinet de lecture que pour lire des livres. Les deux se confondent, les deux tentations le mèneront peut-être toutes les deux à un même bonheur et aussi à un même déchirement.
Je ne promets rien de délicieux, je ne promets pas des délices de la lecture. Je promets simplement de la vie. Et la vie n'est pas faite seulement de délices, de satisfaction, d'épanouissement. Elle est faite de déchirement, de rupture, et même de quelque chose qu'il faudrait appeler du tragique. Eh bien, si nous devons le trouver dans la littérature, nous le trouvons au meilleur compte et au meilleur prix. Nous le trouvons d'une manière qui nous engage totalement, tout en nous laissant totalement indemnes dans l'existence. Mais non pas indemnes dans notre âme, dans notre cœur, dans nos sentiments. Elle nous fait devenir autres. Et ce jeu-là, je crois que c'est à nous, parents, professeurs, éducateurs, critiques et aussi écrivains, de faire que ce jeu soit multiple et que le plus grand nombre